C'était un lundi matin ensoleillé à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le soleil se levait doucement au-dessus de la ville, projetant une lumière dorée sur les toits. Au palais présidentiel, un garde se tenait droit, bien en place, tandis que le président Ibrahim Traoré sortait. Il portait simplement une chemise et un pantalon marron foncé. Il semblait calme, mais son regard était déterminé. Contrairement aux autres jours remplis de réunions, d'obligations et de discours, ce jour-là était différent. Le président avait un plan qu'il n'avait partagé avec personne, sauf son chauffeur. « Conduis-moi à la prison », dit-il d'un ton ferme. « Je veux voir comment vivent les détenus. Personne ne doit être au courant. » Le chauffeur, surpris, ne posa pas de questions. Il hocha simplement la tête, mit le moteur en marche et le véhicule présidentiel noir quitta discrètement le palais, escorté seulement par 2 voitures banalisées de la police. Environ 40 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant le plus grand centre pénitentiaire de la ville, le centre correctionnel de Ouagadougou. L'endroit était poussiéreux, entouré de hauts murs gris coiffés de fils barbelés. Les gardes à l'entrée restèrent figés en reconnaissant l'homme qui se trouvait dans la voiture. « Monsieur le Président » balbutia l'un d'eux, ouvrant précipitamment le portail. « Nous n'avions pas été informés. »« Je sais » répondit Traoré avec fermeté. « C'est justement pour cela que je suis venu. Conduisez-moi à l'intérieur. » Le directeur de la prison, un petit homme nommé Moussa Pascal, accourut aussitôt, visiblement stressé, des gouttes de sueur sur le front. « Monsieur le Président, si seulement nous avions su, nous aurions préparé votre visite. »« Je ne suis pas ici pour des cérémonies, » coupa Traoré en marchant devant lui. « Amenez-moi voir les prisonniers. Je veux leur parler. » Toujours sous le choc, le directeur obéit. Il guida le président à travers un couloir étroit, où résonnaient des pas, des gémissements lointains, des cris. L'atmosphère était lourde. L'odeur de la sueur, de la poussière et du désespoir flottait dans l'air. Quand le président entra dans le bloc principal de la prison, un silence se fit. Des centaines de détenus cessèrent leurs activités. Certains jouaient aux cartes, d'autres étaient allongés, l'air épuisé. Quelques-uns priaient en silence. Peu à peu, tous se levèrent, surpris, confus, abasourdis. Le président s'avança, leur tendit la main, les salua avec humilité. Il leur posait des questions. « Depuis combien de temps êtes-vous ici? De quoi êtes-vous accusé? Avez-vous de la famille ?» Les prisonniers répondaient, d'abord avec méfiance, se demandant s'il s'agissait d'un piège. Mais le président écoutait vraiment, regardant chaque homme droit dans les yeux, avec respect. Après plus d'1 heure passée à aller de cellule en cellule, quelque chose attira son attention. Dans un coin sombre d'une petite cellule, un homme restait assis. Il ne s'était pas levé, ne parlait pas. Sa tête était baissée, son visage marqué par la fatigue. Il semblait brisé. Le président s'approcha. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. L'homme leva lentement les yeux. Dans son regard, de la douleur, de la tristesse. « Emmanuel » murmura-t-il. « Depuis combien de temps es-tu ici, Emmanuel ?»« 7 ans, monsieur. Et de quoi t'accuse-t-on » Emmanuel déglutit avec peine. « Ils disent que j'ai volé de l'argent à mon patron. Mais ce n'est pas vrai. J'ai travaillé pour lui pendant des années. Il m'a accusé parce qu'il voulait engager son neveu. Je suis pauvre. Je n'avais pas d'avocat. Personne ne m'a cru. » Le président le fixa. Quelque chose dans cet homme était différent. Il n'y avait ni haine, ni colère. Juste une profonde douleur, celle de quelqu'un qui a été abandonné par la justice. « Pourquoi n'as-tu pas fait appel ?» demanda Traoré. « J'ai essayé, » répondit Emmanuel d'une voix éteinte. « Mais je n'ai pas d'argent. Ma femme m'a quitté. Mes enfants m'ont été enlevés. Je n'ai reçu aucune visite depuis toutes ces années. » Un silence pesant remplit la pièce. Même les gardiens ne disaient plus rien. Le président était visiblement ému. Il resta là, longuement, puis déclara d'un ton ferme « Je te crois, Emmanuel. » Le directeur, hésitant « Monsieur le Président, j'ai dit que je le crois, » coupa Traoré, « et je vais découvrir la vérité. » Il se tourna vers les gardes. « Apportez-moi son dossier avant la fin de la journée. Je veux chaque détail. Qui l'a arrêté? Qui l'a jugé? Qui l'a accusé? Tout. Oui, monsieur. » Puis regardant Emmanuel dans les yeux, « Ton histoire n'est pas terminée. Je te donne ma parole. » En quittant le bloc, un silence étrange flottait. Quelque chose avait changé. L'espoir qui semblait mort commençait à renaître.
À l'extérieur de la prison, le président monta dans sa voiture et dit à son chauffeur « Annule mes rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais au ministère de la Justice. Mais, monsieur, pas d'excuses. La vie d'un homme est en jeu. » Et le véhicule noir repartit, cette fois non pas avec un simple président à bord, mais avec une mission, faire justice. Il était près de midi lorsque la voiture présidentielle s'arrêta devant le ministère de la Justice. Les agents de sécurité, pris de court, se précipitèrent pour ouvrir le portail. Le président sortit du véhicule, déterminé. Il ne salua personne. Il marchait vite. Son objectif était clair. Le ministre de la Justice, alerté en urgence, se leva précipitamment de son bureau en voyant Ibrahim Traoré entrer sans escorte protocolaire. « Excellence, quelle surprise! Que puis-je » ? « Asseyez-vous, l'interrompit le président. « On doit parler sérieusement. Je viens de visiter la prison centrale. J'y ai rencontré un homme nommé Emmanuel. Il y est depuis 7 ans. Condamné sans preuve solide, sans avocat, abandonné. Je veux son dossier complet, immédiatement. » Le ministre balbutia. « Monsieur le Président, il existe des procédures. » « Ces procédures ont ruiné la vie d'un innocent, coupa Traoré. Et pendant qu'on parle ici, d'autres subissent la même injustice. On va commencer par lui, et ensuite on nettoiera tout le système. » Le ministre comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple caprice. Il appela son secrétaire, qui partit chercher le dossier dans les archives judiciaires. 1 heure plus tard, les documents étaient étalés sur le bureau du président. Il les parcourut rapidement. Arrestation arbitraire, procès expédié, aucune assistance juridique, une simple lettre de plainte d'un employeur puissant et un juge corrompu. « C'est une honte, murmura-t-il. Une honte pour notre justice. » Il releva la tête, son regard dur. « Cet homme va sortir, aujourd'hui, et vous allez me faire un rapport sur toutes les affaires similaires dans les prisons du pays. » « Bien, monsieur, répondit le ministre, blême. » Quelques heures plus tard, une voiture officielle se gara de nouveau devant la prison. Cette fois, elle portait un message de libération signé de la main du président lui-même. Emmanuel fut appelé. Il sortit de sa cellule, l'air méfiant. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-il. Un des gardiens répondit avec un léger sourire. « Tu sors, Emmanuel. Le président a ordonné ta libération. » Il resta figé. Il crut à une blague cruelle. Il regarda autour de lui, les larmes montant à ses yeux. « Vous êtes sérieux ?»« Oui, prépare-toi, tu es libre. » Il tituba presque en sortant. Le soleil lui brûlait les yeux qu'il n'avait pas vus depuis des années, sans grille devant. Une voiture l'attendait. À l'intérieur, un agent du gouvernement chargé de l'amener à la présidence. « Le président veut te voir, » dit l'homme. « Pourquoi ? Il a une proposition pour toi. » Emmanuel ne comprenait pas. Il se contenta de hocher la tête, perdu dans ses pensées. Le trajet lui sembla irréel. Les rues, les arbres, les passants, tout lui paraissait nouveau, comme un rêve. Arrivé au palais, il fut accueilli avec respect. Le président était déjà là, l'attendant dans un petit salon simple, loin du faste. « Assieds-toi, Emmanuel, dit-il avec un sourire sincère. « Pourquoi avez-vous fait ça pour moi ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Parce que ce que tu as vécu est une injustice. Et qu'aucun pays ne peut être fort si ses enfants sont abandonnés dans les prisons pendant que les corrompus se pavanent dans les bureaux climatisés. » Emmanuel baissa la tête. Il pleurait en silence. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire. Mais tu as quelque chose à faire si tu acceptes. » Le président lui tendit une enveloppe. « Voici un soutien financier pour te relancer. Une maison t'a été louée pour 6 mois et tu seras suivi par un assistant social. » Mais ce n'est pas tout. Emmanuel le regarda, surpris. « Je veux que tu sois l'un des représentants de la commission populaire que je vais créer. Elle servira à visiter les prisons, écouter les détenus et signaler les cas d'injustice. Qui mieux qu'un ancien prisonnier innocent pour porter cette mission ? » Il n'arrivait pas à y croire. Un ancien prisonnier ? Travailler pour la justice ? Aider les autres ? Vous me faites confiance ? Oui. Et j'espère que tu me feras confiance en retour. Le pays a besoin de gens vrais. Et toi, Emmanuel, tu es vrai. Tu es ce peuple qu'on a trop longtemps trahi. Emmanuel se leva lentement. Il serra la main du président, longuement. « Merci, murmura-t-il. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'exister. » Quelques semaines plus tard, Emmanuel fut officiellement nommé coordinateur local de la commission de justice populaire. Il visita plusieurs prisons, recueillit des témoignages.
et sauva à son tour des dizaines d'innocents oubliés. Son histoire fut racontée dans les journaux, dans les écoles, sur les réseaux sociaux. Il devint un symbole. Pas un héros parfait, mais un survivant. Un homme brisé qui s'était relevé grâce à la justice retrouvée. Et le président Traoré, de son côté, poursuivit son combat pour réformer le système. Il ordonna l'audit de tous les tribunaux, la formation de nouveaux juges, l'installation d'avocats publics pour les pauvres. Dans les rues, dans les marchés, dans les quartiers populaires, on murmurait avec fierté « Le président écoute, le président voit, le président agit ». Et quelque part, dans une cellule qui s'était vidée, un rayon de lumière entrait désormais sans obstacle. Là où l'espoir était mort, une vie avait recommencé. Claire. Une justice retrouvée. L'histoire d'Emmanuel et la renaissance du Burkina Faso. Le symbole de sa douleur passée était devenu sa force présente. Il incarnait ces hommes silencieux, dont les vies avaient été réduites à des pages sans encre, enfermés dans des cellules oubliées. Lors d'une réunion privée au palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré s'était assis avec un groupe d'hommes récemment libérés. Il les regarda un à un, puis demanda calmement « Dites-moi, que feriez-vous si l'on vous donnait une chance ?» Un homme répondit « Je deviendrai enseignant. Je veux aider les enfants à comprendre leurs droits. » Un autre ajouta « Moi, je veux cultiver la terre, produire de la nourriture pour nourrir les gens. » Le président leur sourit, puis dit d'un ton déterminé « Alors faites-le, que votre liberté parle plus fort que votre silence. » Peu après, le président Traoré décida d'aller encore plus loin. Il annonça la création du Fonds de restauration de la liberté, un programme national destiné à soutenir les anciens prisonniers injustement condamnés en leur offrant accès à l'éducation, au logement et à l'emploi. Dans un discours télévisé à la nation, il déclara « Beaucoup d'entre eux n'ont plus de foyer où retourner. Leurs vies ont été volées et nous devons leur restituer ce que nous pouvons. Non pas comme un acte de charité, mais comme un acte de justice. » Le peuple acclama. Pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement ne se contentait pas de parler de justice. Il l'appliquait concrètement. Très vite, des documentaires furent réalisés sur cette campagne. Des journalistes venus d'autres pays africains affluèrent pour en témoigner. Les organisations internationales de défense des droits humains saluèrent les mesures audacieuses et inédites prises par le Burkina Faso. Mais à mesure que les louanges affluaient, une résistance commençait à se faire sentir, à huis clos. Certains hauts fonctionnaires murmuraient leur mécontentement. L'un d'eux se plaignait « Cette campagne fait passer le ministère de la Justice pour un échec. » Un juge principal s'indigna. « Les gens pensent maintenant que tous les détenus sont innocents. » Mais le président Traoré ne céda pas. Lors d'une nouvelle allocution nationale, il répondit avec fermeté. Soyons clairs, la justice ne sert pas à protéger notre orgueil. Elle sert à corriger nos erreurs. Si notre système est défaillant, alors nous devons le réparer, aussi inconfortable cela puisse-t-il être. Ces paroles réduisirent de nombreux critiques au silence. Un soir, le président Traoré visita à nouveau la prison centrale de Ouagadougou, cette fois sans les médias. Il voulait voir et parler directement avec les détenus. En marchant dans le même couloir où il avait autrefois rencontré Emmanuel, il sentit que quelque chose avait changé. L'espoir flottait dans l'air. Les prisonniers l'accueillirent avec respect, mais surtout avec confiance. Ils ne ressemblaient plus à des hommes brisés. Un jeune détenu, prénommé Salo, s'approcha et dit « Monsieur le Président, je veux simplement vous dire merci. Je purge encore ma peine, mais au moins maintenant, quelqu'un nous écoute. » Le président lui serra la main et répondit « Chacun mérite d'avoir une voix, et tant que je serai président, personne ne sera laissé dans l'obscurité. » Puis, se tournant vers les gardes, il leur ordonna « Traitez-les comme des êtres humains. La discipline est nécessaire, mais la cruauté est un échec. » Le poids du passé. De retour au palais, Emmanuel reçut une lettre d'un homme nommé Austin, ancien procureur ayant jugé plus de 300 affaires. Elle disait « Je veux confesser. J'ai été forcé de condamner des personnes dont je n'étais pas sûr qu'elles étaient coupables. Je veux vous aider maintenant. » Emmanuel apporta la lettre au président Traoré, qui la lut en silence. Puis, esquissant un léger sourire, il dit « Qu'ils viennent. Il est temps que la justice vienne des deux côtés.
du blessé et du guérisseur. L'opération Lumière de Justice entrait dans son 3e mois. Les chaînes ne se brisaient plus seulement dans les cellules, mais aussi dans les cœurs, les esprits et dans les lois. Lorsqu'il se tint de nouveau devant l'Assemblée nationale, le président Traoré parla avec force et conviction. « Nous ne libérons pas des criminels, nous libérons la vérité. Aucun homme ne doit dormir paisiblement pendant qu'un autre souffre injustement. Le Burkina Faso doit se relever. Et cela commence par la justice. » Le retour du passé. La ville de Ouagadougou bourdonnait de conversations. Des marchés bruyants aux mosquées paisibles, des salles de classe aux radios nocturnes, tout le monde parlait d'une seule chose, la mission de justice du président Ibrahim Traoré. Des familles qui avaient depuis longtemps perdu espoir retrouvaient enfin une raison de croire. Mais à mesure que l'opération révélait de nouveaux cas d'emprisonnement injustes, elle mettait à jour des racines plus profondes et plus dangereuses. Certains noms impliqués dans les anciennes condamnations étaient puissants. Juges, politiciens, magnats des affaires. Parmi eux, un nom fit frémir Emmanuel. Laurent Gu, l'homme qu'il avait faussement accusé 7 ans plus tôt. Emmanuel, assis à son bureau au sein de la Task Force de révision judiciaire, feuilletait une pile de dossiers. Soudain, un nom l'arrêta net, plainte des entreprises Guerrero contre 5 anciens travailleurs. Il murmura « C'est lui ?» Son assistant leva les yeux. « Qui ça ?»« L'homme qui a détruit ma vie. » Sans perdre de temps, Emmanuel se rendit à la salle où se tenait une réunion avec le président. Il entra brusquement, tenant fermement le dossier contre sa poitrine. « Je suis désolé d'interrompre, monsieur, dit-il essoufflé, mais vous devez voir ceci. » Le président ouvrit le dossier, lut à voix haute. « Laurent Gu. »« Oui, monsieur, confirma Emmanuel. Il continue d'accuser des innocents, comme il l'a fait avec moi. » Le président fronça les sourcils. « Pourquoi n'a-t-il jamais été inquiété ?»« Il a des relations, répondit Emmanuel. Il a soudoyé des juges, payé la police, et aujourd'hui encore, il recommence. » Le président Traoré se leva lentement, les yeux brûlants de détermination. « Alors, nous l'arrêtons. Suite à venir, si tu le souhaites, avec l'enquête, l'arrestation et le procès de Laurent Gu, la réhabilitation d'Emmanuel et la justice restaurée. » L'enquête fut ouverte dans la discrétion la plus totale. Une cellule spéciale, dirigée par le capitaine Traoré lui-même et appuyée par des magistrats intègres, fut mise sur pied. Emmanuel y jouait un rôle central. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle, c'était une croisade nationale contre l'impunité. Pendant plusieurs jours, les agents du renseignement burkinabé surveillèrent discrètement les bureaux de l'entreprise de Laurent Gu. Ils récupérèrent des courriels compromettants, des enregistrements de conversations et même des témoignages anonymes de juges corrompus. L'un d'eux déclara « Ils nous payaient pour falsifier des preuves. Ils menaçaient nos familles. Ils se croyaient intouchables. Mais cette fois, le vent avait tourné. » Le nouveau Burkina n'avait plus peur. Un matin de mars, à l'aube, un détachement de la gendarmerie, épaulé par la brigade anticorruption, fit irruption dans la somptueuse villa de Laurent Gu, à Ouaga 2000. Il fut arrêté sans résistance. Menotté, il demanda avec arrogance « Vous savez à qui vous avez affaire ?» Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé peu après, le regarda dans les yeux et répondit froidement « Oui, à un homme dont le pouvoir s'est nourri de l'injustice. » Le procès du siècle. Le procès fut programmé dans un délai record. Pour la première fois depuis l'indépendance du Burkina Faso, un homme d'affaires aussi puissant allait comparaître devant une cour populaire spéciale, retransmise en direct à la télévision. Des millions de Burkinabés suivirent le déroulement, suspendus aux mots des juges, des témoins et surtout d'Emmanuel. Le jour venu, vêtu d'un boubou sobre, Emmanuel prit place à la barre des témoins. Le silence dans la salle était total. Il raconta son histoire, sans haine, sans colère, mais avec une vérité si tranchante qu'elle fendit l'âme de l'auditoire. « J'ai perdu 7 ans de ma vie à cause de cet homme. Ma fille a grandi sans moi. Ma femme est morte sans pouvoir me revoir. Tout ça, parce qu'il fallait faire un exemple. » Puis il ajouta, « Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu pour que, plus jamais, cela n'arrive à quelqu'un d'autre. » Dans le box des accusés, Laurent Gu gardait la tête baissée. Pour la première fois, il ne contrôlait plus rien. Les preuves s'accumulaient. Transferts bancaires suspects, enregistrements de pression sur les magistrats,
Documents falsifiés, plainte étouffée. Le procureur général, dans sa plaidoirie finale, déclara « Ce procès n'est pas celui d'un homme, mais celui d'un système corrompu qui a trop longtemps régné sur notre pays. Aujourd'hui, la justice reprend ses droits. » Le jugement. Après 3 jours d'audience, le président du tribunal prononça le verdict. Laurent Gu est reconnu coupable de corruption, abus d'influence, falsification de preuves et condamnation arbitraire. Il est condamné à 25 ans de prison ferme, à l'interdiction définitive d'exercer toute activité économique et à verser des réparations aux familles victimes. La foule devant le tribunal éclata en cris de joie. Des larmes coulaient sur les visages. Emmanuel fut porté en triomphe par des anciens détenus, des activistes, des citoyens ordinaires. Ce n'était pas juste une victoire personnelle, c'était la victoire de tout un peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans une déclaration sobre à la presse, affirma « Ce jugement marque une étape historique. Aucun citoyen ne doit être au-dessus de la loi et aucune victime ne doit être oubliée. » La reconstruction. Dans les mois qui suivirent, Emmanuel fut nommé à la tête d'une commission nationale de révision judiciaire, chargée de rouvrir des milliers de dossiers entachés de doutes. Son expérience, sa sagesse et sa résilience inspiraient toute une génération. Il fit inscrire une maxime sur les murs du nouveau siège de la commission. La justice ne répare pas le passé, mais elle construit l'avenir. Le Burkina Faso, lui, n'était plus le même. Des réformes en profondeur furent menées. Recrutement de nouveaux juges intègres, tribunaux mobiles dans les zones rurales, cours de justice communautaire. Le peuple reprenait confiance. Dans une grande cérémonie publique, le président Ibrahim Traoré déclara « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas une revanche, mais une renaissance. Celle d'un pays où chaque voix compte, où chaque vie a de la valeur. » Emmanuel, debout à ses côtés, souriait. Il regardait sa fille dans la foule, aujourd'hui jeune femme, fière de son père. Il pensait à sa femme, à son combat, à ses années perdues, mais surtout à tout ce qu'il avait reconquis. L'histoire d'Emmanuel et du capitaine Traoré devint un symbole en Afrique de l'Ouest. Elle montrait que la justice n'était pas une utopie, mais une promesse possible, quand des hommes justes se lèvent. Le peuple burkinabé n'avait pas seulement jugé un criminel, il avait jugé son passé et décidé d'en construire un autre. Et dans chaque cellule vide, dans chaque dossier rouvert, dans chaque citoyen réhabilité, une nation se reconstruisait. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.